Donc nous avons été interpellés, ainsi que vous, monsieur le maire, par des habitants de la rue Franklin qui se plaignent de souffrir depuis trop longtemps de ce que nous nommerons pudiquement des incivilités. Dégradations diverses, nuisances sonores, bagarres de rue, scooters pétaradants, violences verbales, intimidations, menaces et insultes, tout ceci sur fond de drogue et alcool, et ce jusque tard dans la nuit. Nous étions déjà intervenus l'année dernière sur ce thème, sur ce même problème, et M. Gély s'était voulu rassurant en promettant un local proche pour la police municipale et des éducateurs de rue, ainsi que 2 caméras de surveillance. Et ce qui fut dit fut fait, mais apparemment, ces actions ont fait l'effet d'un cautère sur une jambe de bois, puisque les problèmes évoqués persistent. La police nationale reçoit ses ordres d'en haut et ne peut agir au mieux, elle-même victime d'un système pénal laxiste qui n'encourage pas à appréhender les coupables. La police municipale, elle, ne démérite pas, et nous le savons, mais une brigade de 3 personnes la nuit pour les Bosquets, le centre-ville, le Valdez, les Morel, le Pianet et le reste de la ville, c'est dérisoire. Les victimes subissent toujours plus alors que c'est aux élus de protéger la population. Nous pensons que la sécurité est la première des libertés des citoyens et que tout doit être mis en œuvre pour faire cesser ces agissements intolérables. À défaut de pouvoir verbaliser, nous croyons à la présence dissuasive de la police sur le terrain. Mais il est évident qu'avec 3 personnes, pour tout hier, la nuit, c'est impossible. C'est pourquoi la seule solution aujourd'hui serait de recruter des effectifs supplémentaires, en nombre. L'argument consistant à mettre en avant un coût pour la collectivité ne serait, selon nous, pas recevable. Pourquoi ? Parce que la solidarité que nous devons aux victimes est un coût partagé. Ainsi, comment justifier que des milliards d'euros soient engloutis dans un nouveau plan banlieue et dans la politique de la ville qui cible les quartiers prioritaires, dont la rue Franklin fait partie, sans pouvoir assurer un minimum de paix aux habitants de ces quartiers ? Où est passée la République ? La sécurité dans ces quartiers devrait faire partie de la politique de la ville et les moyens afférents pour des recrutements de policiers municipaux tout autant. Et si toutefois il était impossible de dégager des fonds sur ce budget, pourquoi ne pas renoncer à d'autres réalisations en cours, telles le musée de la Banque, par exemple ? De ces choix dépendent vos priorités. Merci de votre réponse, monsieur le maire. Oui, pour le musée, je vous ai déjà répondu. Ça ne me paraît pas tout à fait la même chose. Je vous en prie. Monsieur Gély. Oui, monsieur le maire, je ne vais pas reprendre ce que vous avez parfaitement défendu tout à l'heure avec votre talent oratoire sur la politique et sur la difficulté que nous avons à recevoir de l'aide de la police nationale, aide que nous demandons régulièrement et que la police nationale ne peut pas nous fournir pour des raisons d'effectifs. Donc le problème de fond, il est là, on peut tourner autour du pot pendant plusieurs séances. Le problème est là. Nos effectifs de la police municipale ont un certain nombre de qualités que je constate depuis ma prise en charge de cette responsabilité. Nous avons des hommes, nous avons, avec Fabrice Verber, organisé récemment un séminaire à l'extérieur avec les chefs de brigade et leurs adjoints, auxquels monsieur le maire a participé. Je peux vous dire, les yeux dans les yeux, comme dirait l'autre, que ces hommes et ces femmes sont d'une qualité rare et ils ont une énergie, une très grande énergie. Ils ont une très grande énergie. Et notre responsabilité, c'est presque de les freiner. C'est de leur dire, vous dépassez, on ne peut pas dépasser les prérogatives, il faut que vous enregistriez ça. Les prérogatives de la police municipale ne les autorisent pas à faire tout ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Le problème appartient à la police nationale, un certain nombre de choses. Donc, ils ont envie de le faire. Nos hommes et nos femmes de la police municipale sont prêts à le faire. Je vous assure, et je pense à cette équipe de motards absolument remarquable que nous avons, et qu'il faut restreindre
Il faut tenir, si vous voulez, parce qu'on les mettrait en danger. Et nous n'avons pas le droit de les mettre en danger. Voilà le problème. Maintenant, effectivement, il faut qu'on s'adresse à la police nationale. Alors, sur la rue Franklin, juste pour revenir à des choses plus précises et concrètes, vous savez que les travaux, nous avons mis en place un accès limité à la rue Franklin, avec des bornes hydrauliques. Tout le système est opérationnel, il est en place, il ne fonctionne pas encore parce qu'on attend, avant de le faire démarrer, que les travaux de la place Saint-Paul et du lavoir soient terminés, et dès que ce système par borne hydraulique va contrôler les entrées dans la rue Franklin, et donc va permettre le contrôle des étrangers, entre guillemets, qui effectivement fréquentent... Étrangers au quartier. Étrangers au quartier, oui, merci monsieur le maire, je m'emporte, les étrangers au quartier qui fréquentent, voilà, il faut... Et là, ce système va permettre de contrôler, à partir de la police municipale, les entrées. Et je pense qu'il va régler, en partie, qu'il va régler l'accès et contrôler l'accès à la vieille ville. Voilà. Je pense que ça, c'est d'une manière concrète ce qu'on peut dire pour le moment. Voilà. Mais encore une fois, nos effectifs. Bon, Monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure. Je vais m'arrêter là. Il l'a autorisé dans la politique rigoureuse de contrôle des effectifs de la municipalité. Il vient d'autoriser le recrutement de 2 agents supplémentaires à partir du 1er juin. Nous espérons et nous nous battons pour que cette politique soit prorogée l'année prochaine. Mais donc, on va dans ce sens-là. Nous sommes parfaitement conscients qu'il faut occuper le terrain, c'est vrai. Et je crois que nous l'avons démontré, monsieur le maire l'a démontré par l'achat de certains bars, dans certains endroits, de certains locaux, de façon à ce que nous occupions le terrain et que nous avancions. Voilà, je m'arrête là parce que la passion m'emporte. Oui, non mais Jean-Marc Gély aurait pu rappeler, on a mis 2 policiers municipaux en faction permanente tous les jours rue Franklin, de 9-10 heures du matin au soir. Non, c'est pas la nuit, madame, que ça se passe. Vous voyez, vous connaissez pas le sujet, c'est pas la nuit, c'est dans la journée. Et donc, ils sont là en permanence, parce que le problème qui se pose, vous l'avez bien compris, c'est que la reconquête de la vieille ville, notamment pour la sécurité des arts, ça fait pas plaisir à ceux qui étaient propriétaires de la vieille ville. Il y a donc un conflit. Et c'est à ce moment-là que les problèmes se passent. Donc on les met en faction toute la journée. J'ajoute qu'on est mis à 160 caméras de surveillance et que même, pour des raisons matérielles de vision, de visionnage des caméras, on ne peut pas aller beaucoup au-delà. Donc voilà, on fait vraiment le maximum, on sollicite, et vraiment je vous sais gré, toute sensibilité confondue, et dans des conditions raisonnables, de vous être associé à cette motion que je vais envoyer à monsieur le préfet. Je rappelle quand même qu'il y a eu encore au Morel avant-hier des incidents graves. Il n'y a pas qu'à Paris qu'on utilise des armes blanches, que ça a été aussi le cas au Valdez. À chaque fois, on envoie l'information, on ne discrimine pas, on envoie l'information, mais cette motion sera utile pour dire, bon là c'est un problème qui est collectif, et je vous remercie de la question que vous avez posée. La deuxième question, madame Montenay. Merci, monsieur le maire. Effectivement, c'est un sujet dont on a un petit peu évoqué lors de ce conseil et dont je salue le bien fondé pour la ville. Aujourd'hui, notre commune, en fait, connaît beaucoup de travaux. Nous pensons que cette assemblée et les Hiérois à travers elle seraient heureuses, en fait, de savoir si les échéances seront tenues, déjà d'une part, et quand les premiers travaux seront achevés. Et d'autre part, au-delà des travaux en cours, pouvez-vous nous dire si d'autres projets sont envisagés à court ou moyen terme? Voilà, merci, monsieur le maire. Alors, bon, bien sûr, la question est téléphonée, hein. Non, mais c'est comme à l'Assemblée, hein, c'est pareil. On va pas... Mais c'est important parce qu'on essaie d'apporter des éléments d'information qu'on apportera tout à l'heure dans l'autre question. Et je dirais que c'est d'autant plus important, eu égard à la discussion qu'on vient d'avoir avec le directeur de Varmatin, pour montrer qu'il y aura de la matière pour apparaître en page 1. Pardon. Par exemple, je plaisante. Et je remercie d'ailleurs les journalistes de Varmatin de l'agence locale. Et là encore, je crois que toutes les sensibilités nous rejoignent, parce que le métier de journaliste est un métier difficile,
que nous avons tous mauvais caractère et que ils sont sous contrainte. Pas tous? Non, mais pas moi, d'accord, mais voilà. Non, mais je tiens à le dire aussi. C'est compliqué. Voilà. Alors, pour vous donner ces informations, une façon de dire quand ça se passe et pour dire les échanges des travaux. La première partie des travaux de la place Clémenceau, notamment tout ce qui se passe à Alphonse Denis, le 25 mai à 18h30. Ça sera inauguré dans le cadre d'une manifestation du quartier. Les Restos du Cœur, vous savez que c'était une demande forte des Restos du Cœur. On leur a donné un local communal près du collège Anatole France. On fait des travaux de réhabilitation et on inaugurera ça, j'espère, tous ensemble, le 11 juin. Le local de l'Oratoire, qui sera le grand local d'accueil du Circuit des Arts, on appelle ça la Galerie des Arts. Il y aura également une boutique, mais bon, il est en train d'être finalisé, le 15 juin à 19h. Et on fera une fête du Circuit des Arts. La fontaine Gallieni, qui a été renversée par une automobiliste, même pas imprudente, mais un peu échauffée, sera remplacée, on a choisi cette date pour des raisons que je n'ai pas comprises, lundi 18 juin, l'appel de Gallieni à 18h sur place. Ça a été long parce qu'il y avait des problèmes d'assurance, d'expertise, ça a été compliqué, et ensuite il faut refonder, il a fallu refonder une sculpture. Le parc du Pianet, je serais heureux là aussi qu'on le partage. Alors, ça, est-ce que c'est de la politique de la ville? De mon point de vue, oui. Parce qu'on a fait un parc magnifique en plein milieu là-bas, bon, pour les enfants, pour les anciens. Je crois que c'est intéressant, c'est le mercredi 27 juin à 18h30. Saint-Paul et le Lavoir seront livrés, achevés, donc inaugurés, le vendredi 29 juin à 18h30. On fera ensuite une tournée enrobée, si vous remettez mes associés, puisqu'il y a 600 000 euros d'investissement sur 4 quartiers, le mardi 3 juillet. Le mercredi 4 juillet, on inaugurera les travaux qu'a réalisé TPM à notre demande dans la zone d'activité du Palivestre, où l'ensemble des voies, de l'éclairage, des stationnements ont été reprises. Le 6 juillet, c'est la maison du commandant à Porquerolles, fermée depuis une éternité, sera rouverte avec une magnifique salle pour les Porquerolais de 90 mètres carrés. Et un appartement à l'étage pour le médecin, puisque vous savez qu'on veut le rapprocher du village. Un parcours de santé dont la palmeraie du Mérou, après la plage de l'Égade, a été réalisée, sera inaugurée le 12 juillet. La rue de Liman, dont les travaux sont achevés presque totalement, le jeudi 12 juillet aussi. On a parfois des difficultés pour trouver des dates, 18h30. Le port du Niel, où les travaux remarquables diligentés par la CCI après les problèmes juridiques qui ont dû être résolus, c'est sans doute fin juin. On n'a pas encore trouvé de date. Le tennis club Hierrois, la totalité de l'étage du clubhouse sera destinée à des vestiaires, des douches, etc., à leur demande. C'est des travaux importants. Fin juillet. Joffre Belgique. Je vais dire, il y en a qui disent en attendant Godot, nous c'est en attendant Kaufmann. Quand enfin le projet sera réalisé, l'ensemble du pourtour, avec des plantations, Madame Del Perugia, qui n'est pas inutile, en tout cas j'espère que vous les accepterez, et j'ai un environnement de qualité, c'est septembre ou octobre. Bien entendu, les travaux les plus importants se poursuivent dans des conditions satisfaisantes au plan du planning. Clémenceau, dont l'inauguration est prévue en janvier 2019. Je vous indique et je vous rappelle qu'au-delà de l'embellissement, il y a quand même un bassin de rétention extrêmement important qui viendra résoudre les problèmes d'inondation en centre-ville, qu'il y a également un renforcement de la dalle du parking pour 2 millions d'euros qui était nécessaire. Bon, janvier 2019, la Banque de France et le ministère des Cultures et du Paysage, c'est prévision été 2019. Bon, on viendra qui veut, mais en tous les cas, c'est avec chaleur que tout le monde sera invité. La promenade en front de mer, nous allons avoir le 28 mai, je l'espère, l'accord de l'Adréal après l'étude cas par cas. À partir de là, marché d'une maîtrise
appel d'offres, puisque la matrice 19 est terminée, on peut penser une inauguration à la fin du printemps 2019. Et enfin, la base de l'espace nautique, les travaux sont partis, seront interrompus bien sûr dans les périodes occupées, ça sera fin janvier, février 2019. En d'autres termes, de quoi nourrir la satisfaction collective et les pages de notre quotidien préféré. J'ajoute que, bien entendu, la vie ne s'arrête pas un jour et continue. Il y a tout un ensemble de projets qui nous paraissent importants, sur lesquels des études vont être diligentées. Je prends comme exemple Port-Potio, où il faudra bien, d'une façon ou d'une autre, dans les meilleures conditions, récupérer Port-Potio, notamment pour avoir un départ pour les îles de Port-Cros et du Levant, ce qui permettra de décongestionner, de transférer vers le Port Saint-Pierre une partie des départs vers Port-Corolle, et donc de décongestionner la presqu'île. Il y aura une piste cyclable dans les Salins. Il y a l'accord du conservatoire, on est en train de faire l'étude avec TPM. Elle est déjà tracée, mais il faudra simplement un petit pont à la Romanche et un autre petit pont après les Pesquiers pour qu'elle soit opérationnelle. Le cabotage est une idée qui me tient à cœur, vous le savez, et je crois qu'elle est partagée, parce que TPM peut devenir une capitale du cabotage, et j'imagine qu'un jour, de Port-Potio au port de Toulon, en passant par tous les ports, on arrive à avoir des bateaux qui permettent de circuler en mer. Pour nous, en ce qui nous concerne, sans attendre au-delà, c'est vrai que si nous avons Port-Potio, d'ores et déjà, on réalisera un cabotage Port-Potio, Légade, les Salins, Légade, le Port Saint-Pierre. Le pôle d'échange multimodal, bon, la réflexion conduite avec TPM, elle est bien avancée, et on allait à compter les places de parking et à définir les modalités. Le hameau des Pesquiers est relancé après avoir été interrompu quand la DDE nous a dit qu'on ne pouvait rien faire, que c'était submersible, et puis après, ils se sont aperçus que tel n'était pas le cas, et que cette zone ne sera donc pas laissée à l'abandon. Les études sur le tombolo sont pratiquement achevées, soumises à concertation, et c'est important, puisque c'est la signature de la ville de hier. Le Sea Line, même chose, financé sur le budget de l'eau qu'on a transféré à TPM, donc ça ne coûtera rien aux contribuables hiérois. J'ajoute quand même que le tombolo, le Sea Line, le cabotage, le pôle d'échange multimodal, éventuellement Port-Potio, ça sera des financements de TPM. L'avenue Gambetta, moi je tiens beaucoup à ce que, dans un moyen terme raisonnable, l'avenue Gambetta soit refaite en totalité, parce que c'est, comme disait Feu Léopold Ritondal, les Champs-Élysées de notre ville, et un jour, une réflexion, en tous les cas, doit d'ores et déjà être menée, on verra après étude si elle est opportune, sur le transfert de l'aire de carénage sur le port, plus à l'ouest, de telle façon qu'on libère le port de cet obstacle central, et ça permettrait de gagner, je crois, une centaine de places dans le port. Voilà. Il y a les réalités qu'on va inaugurer, il y a les travaux en cours qui vont être achevés, et il y a une réflexion qui continue, parce que la vie ne s'arrête pas à un moment, et je reviendrai sur ces sujets dans une prochaine question. Question du groupe Agir pour hier, mise en place de la métropole. Monsieur Simuler. Oui, vous admettrez qu'on a une certaine continuité d'esprit sur ces sujets-là, puisque c'est un sujet qui est dominant. Nous l'avons déjà dit, la méthode qui avait été choisie nous paraît être un déni de démocratie, puisque l'implication des élus, aujourd'hui, n'est pas tenue compte. On a eu un débat au moment de l'adhésion, depuis, pas d'information, pas de débat public, compétence par compétence, service par service. On voit des choix s'opérer qui mériteraient, on le pense, et c'est l'objet de la question, une information des premiers concernés, c'est-à-dire les élus. Ma question est très directe, très simple. Monsieur le maire, où en sommes-nous de la mise en place de la métropole? Je voudrais vous donner 3 éclairages. Le premier, comment adapter une centralisation des décisions métropolitaines qui s'impose de plus en plus et la mise en œuvre d'une organisation plus déconcentrée afin d'améliorer le service aux besoins des usagers et pas le contraire. On avait évoqué, c'est une initiative de notre groupe, mais enfin on souhaite la partager, peut-être la création de maisons de services publics expérimentales dans les fractions pour donner aux Hiérois
la perception d'une présence locale des services publics. Le deuxième sujet, c'est bien sûr l'adhésion du personnel territorial. Après 6 mois de travail, pouvez-vous nous informer, en tout cas, où vous en êtes de l'harmonisation des statuts, des rémunérations, des régimes indemnitaires entre les communes et le personnel qui travaillera ensemble? Une question simple. Qui aura autorité sur le personnel transféré lorsqu'il exercera une compétence de proximité, l'exemple des déchets, l'exemple de la pauvreté, l'exemple de l'eau, de l'assainissement? Troisième question qu'on vous pose, sur la fiscalité, est-ce qu'on doit s'attendre à une augmentation d'impôts du fait de la mise en place de la métropole et du fait de une harmonisation des taux et des taxes, harmonisation des taux des taxes, sachant que, encore une fois, l'expérience montre qu'on va plutôt vers le haut plutôt que vers le bas. Voilà, dans l'attente de connaître vos réponses. J'en profite juste pour vous dire qu'on a sollicité, à l'initiative que vous aviez prise, de réunir les responsables du transport, donc de nouveau le directeur du service mobilité, et on est toujours, depuis maintenant plus d'1 mois et demi, d'un rendez-vous avec les adjoints spéciaux pour pouvoir s'entendre sur un certain nombre de dossiers qui sont en latence. Voilà. Ok, merci beaucoup, M. Sibert. Bon, quelques informations. Bon, le terme de déni de démocratie, il met l'ambiance, mais je crois qu'il est très excessif. Bon, aujourd'hui, ce sont des problèmes techniques très lourds qu'est en train de résoudre la métropole en parfaite association permanente avec notre directeur général des services et aussi, bien sûr, avec l'éclairage de votre serviteur. Qu'est-ce qu'on essaie de fixer? D'abord, ce qu'on appelle les allocations de compensation de fonctionnement. Quand il y a 300 personnes qui partent parce qu'ils correspondent aux missions transférées, la propreté, la voirie, etc., il faut bien entendu bloquer la somme à laquelle ça correspond, de telle façon que le financement soit apporté par la commune, même si le lendemain, la compétence administrative est de l'ordre de TPM. Avec beaucoup d'attention de notre part, puisqu'il y a parfois des agents qui auront une activité mixte, à la fois TPM et à la fois commune. Je prends un exemple, quelqu'un qui travaille un peu à cheval sur la voirie et le bâtiment. On ne peut pas le transférer à 100%, on ne peut pas payer à 100% pour lui. Donc il faut calculer ses pourcentages. Autre problème qui se pose, c'est le problème des services supports. Quand par exemple la commande publique, les services juridiques, le personnel interviennent, ils interviennent désormais, puis sur des compensations transférées, au nom de TPM, et donc il y a tous ces partages à faire, et c'est ce travail mécanique et complexe qu'on essaie de faire avec honnêteté. Et je souhaite que toutes les communes le fassent avec la même honnêteté. Enfin, il ne s'agit pas de charger la marque ou de dire, bah, tiens, on va transférer tous les agents dont on pourrait penser qu'ils ne sont pas les meilleurs et garder les meilleurs. Non, il faut faire les choses objectivement, auxquelles je rends hommage à M. Gonzalez et à toute l'équipe administrative. Ils se livrent, mais il n'y a pas de choix politique, on essaie de régler les curseurs. Deuxième curseur à régler, c'est ce qu'on appelle l'allocation de compensation d'investissement. Quel est son fondement? Elle est établie sur la base des investissements réalisés par la commune dans les 5 dernières années. Et cette somme sera attribuée à TPM, et c'est ensuite elle qui financera tous les investissements répondant à ces conséquences, que ça augmente ou pas. Et bien entendu, là aussi, il faut être honnête. Ceux qui, par exemple, seraient tentés de gonfler ou de réduire démesurément l'AC ne rendraient pas un service ni à la métropole, ni à leur commune. Si d'aventure, l'allocation de compensation, qui va servir de base au montant des investissements qui sont réalisés dans les prochaines années par TPM au profit de la commune, ne correspondait pas à nos volontés, si par exemple on souhaitait qu'il y ait plus d'investissements voirie que dans les années précédentes, eh bien, nous avons obtenu la possibilité d'apporter des fonds de concours. Il ne faut pas que, les choses étant parfois fluctuantes, on soit bloqué par une somme définie pour l'éternité. Donc c'est ça, ce travail, c'est un travail également lourd, mais je veux attirer votre attention sur un point. On gagnera dans tous les cas. Première hypothèse, quand TPM nous dit, mais je leur réponds, ne vous emportez pas, on financera tout. Si on finance tout, vous comprenez bien qu'une ville comme hier a beaucoup à y gagner.
puisque, bien entendu, seraient là-dedans tous les investissements très importants que nous avons à l'heure actuelle, comme par exemple la banque, pas la banque, pardon, comme par exemple le fonds de mer, la place Clémenceau, qui relève de compétences métropolitaines. Ou alors, TPM financera directement, et au-delà des sommes transférées, les investissements dits d'intérêt métropolitain. C'est la formule que je préfère, parce qu'elle me paraît la plus raisonnable et rationnelle pour la métropole. Je crois qu'il est important d'identifier des investissements dans les différentes communes qui dépassent l'intérêt local, qui sont d'intérêt métropolitain. Quand on refait une rue dans la commune lambda, simplement pour le goudron, c'est pas d'intérêt métropolitain. Quand on refait une promenade et qu'on met en plus des éléments de lutte contre la submersion marine devant un aéroport, qui est l'aéroport du Var, c'est d'intérêt métropolitain. Donc cette reconnaissance d'intérêt métropolitain, qui peut être facilitée par le CRET. Vous savez, on avait évoqué ces subventions de la région défendues par TPM. Ben, il n'y a qu'à appliquer le CRET. C'est ça qui est d'intérêt métropolitain. C'est ça qui a été sélectionné à un moment donné par TPM et la région et qui apparaissait vraiment de rayonnement fort. Donc voilà, il y a ces deux options. Moi, je vous dis la vérité, je milite pour la plus responsable, c'est les intérêts métropolitains. Bon, il peut y avoir une vision, on va tout financer, je préfère tenir que courir. Mais dans tous les cas, cela aura des conséquences, notamment en matière fiscale. Parce que si les investissements de la commune, comme c'est le cas, sont pris au-delà de ce que nous finançons, il faut que progressivement la commune s'engage à traduire cela en matière d'impôts. Pardon ? Ben oui, alors pas immédiatement, il faut voir le fonctionnement, mais je pense qu'il y aura des budgets très différents, de mon point de vue, quel que soit le responsable, mais il peut y avoir continuité sur la fiscalité, parce que ce sera un problème différent. Si à chaque fois, par exemple, que hier, demain, réalise quelque chose d'intérêt métropolitain, c'est financé par la métropole, eh bien, il sera naturel de constater que nous n'avons pas besoin de l'épargne, de la même épargne qu'avant, puisque le financement est excellent. Et si nous n'avons pas besoin de la même épargne qu'avant, on n'a pas besoin des mêmes recettes fiscales qu'avant. Puisque, bien entendu, la baisse des dépenses de fonctionnement, elle n'est pas illimitée. À un moment donné, il faut assurer le service public. Donc, loin d'imaginer, M. Sibler, qu'il puisse y avoir une augmentation d'impôts, très honnêtement, l'évolution ne peut être, à terme, plus ou moins rapide, qu'une baisse des taux d'imposition. Parce que j'attire votre attention sur un point. Nous ne sommes pas dans le cas des déchets ménagers ou dans le cas d'autres services collectifs où il y a une tendance à l'uniformisation. Ce sont d'ailleurs des redevances et non pas des impôts. Là, nous sommes, dans les impôts locaux, sur des orientations qui sont définies par la commune, et notamment pour tout ce qui n'est pas transféré. On est quand même libre de définir notre volonté totalement en matière de bâtiments, ou dans d'autres matières, ils ne sont pas transférés. Et comme, je vais y venir, le maire doit rester maître chez lui, même s'il doit alimenter en fonds de concours, logiquement, l'effet TPM, si quelqu'un demain, moi par exemple, augmentait les impôts, hypothèse d'école, vous aurez la bonne surprise qu'ils ne soient pas augmentés, et dit c'est la faute de TPM, ce sera un mensonge. En réalité, il aura pris un alibi, c'est le contraire, il aura augmenté 2 fois les impôts. Une fois pour l'augmentation, une fois pour le fait qu'il n'aura pas utilisé la compensation. Le dernier point que je voulais évoquer, qui sera responsable? Ben, c'est le maire. Responsabilité fonctionnelle. C'est le maire qui sera le donneur d'ordre dans sa commune auprès du personnel. Il n'y a aucun problème. La responsabilité administrative sera TPM, ce sont des agents de TPM, et ils fonctionneront, je dirais, la CASAC TPM, mais l'entraîneur restera toujours le maire de la commune, puisque est confirmée la volonté collective, et ça a été arrêté, que chaque commune ait une antenne de TPM. Alors, et vous pouvez l'écrire de 2 façons, EST ou AIT. Voilà, ce sera une antenne de TPM, et d'ailleurs, le responsable sera le maire, avec un référent qui sera, par exemple, le directeur des services techniques de la ville.
Ce qui montre bien que l'autorité sur le personnel et sur l'action sera directement locale. C'est cela qu'on appelle une déconcentration qui paraît utile et qui sera effective. Voilà, on en est là. Et dernier point, je peux vous dire, si vous le souhaitez, que tout cela pourra être précisé dans des délais brefs, éventuellement avant fin juin, puisqu'on a maintenant un profil un peu plus arrêté, et que je demanderai à l'administration de TPM de venir, comme on l'avait fait une fois, ici en conseil municipal, pour débattre. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, il n'y a pas de choix stratégique, si vous voulez. Il y a vraiment une machine à mettre en place. Il y a des volontés que nous avons partagées, qui sont par exemple la proximité, elle est arrêtée, bon, donc elle a été traduite dans les faits par la création d'antennes. Il y aura sûrement une direction de l'action territoriale à TPM qui aura vocation à fluidifier les relations entre le siège et les villes. Je crois que nous allons dans la bonne direction. Restent 2 ou 3 sujets, si vous voulez, on débat, mais c'est plus des débats philosophiques. Moi, je pense qu'il faut des règles, des repères clairs. Dire on va tout financer, ça voudrait dire que la métropole va financer des choses sans intérêt pour la collective, pour l'ensemble, et des choses fondamentales. Je préfère qu'on ait un critère de définition. Je prends 2 autres exemples, si vous permettez. Quand on fait le Sea Line pour Porquerolles, c'est d'intérêt métropolitain, parce que j'en parle volontiers, je le dirai en réunion de l'épictourisme à la métropole, je dirais même au conseil de TPM que nous avons ces jours-ci, je sollicite que pour l'épictourisme, les actions que nous menons au profit de Porquerolles soient portées par le siège de l'épictourisme, et non pas uniquement, je pense sous le contrôle de M. Dalmas, j'espère que nous sommes en convergence sur ce point, non pas simplement par le pôle hiérois. Parce qu'il y a 20 compagnies de transport qui viennent à Porquerolles. Ils partent de partout. Et bien nous, quand on fait la promotion de Porquerolles, ou quand on accueille les touristes à Porquerolles, on ne sait pas d'où ils viennent. Donc voilà un intérêt métropolitain. Donc le Sea Line, quand on va le réaliser, pour permettre une alimentation en eau régulière, toutes les conditions environnementales qui sont respectées, c'est d'intérêt métropolitain, ça sera financé par la métropole. Le tombolo, si on me dit qu'en termes de signature, le tombolo et la place Île-de-Gien, c'est pas d'intérêt métropolitain, c'est comme si on supprimait la route de Toulon. Bon, donc, voilà. Donc je crois qu'il faut passer à cette logique. Ça ne nous fait pas perdre notre identité, ni nos responsabilités, ni la nécessité, je dirais, d'être le plus actif et influent possible avec le soutien, je pense, collectif dans la plupart des cas. Voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. On fera une réunion bientôt. J'étais un peu long, mais je souhaitais être précis sur le sujet. Alors, il y a une dernière question. Non. Je ne sais plus. Je crois qu'il y avait une question à laquelle on a répondu, peut-être. Et il y a une dernière question qui est posée peut-être par, je ne sais pas qui, Julie. Mais qui est une question, là aussi téléphonée, mais d'information. Elle est importante, parce que c'est un sujet qui est prégnant chez nous. Je t'en prie, Julie. Merci, Monsieur le maire. À plusieurs reprises, la mise en place d'un contrat local de santé sur notre commune a été évoquée. Nous aimerions connaître le contenu d'un tel contrat, ses modalités de mise en œuvre et son calendrier. Autre petite question en matière de santé, nous aimerions également connaître quels sont les risques de prolifération du moustique tigre et la campagne de démoustication qui est menée sur la commune. Merci. Ça me paraît important au moment où nous sommes. Monsieur Thiebaud. Merci, Monsieur le maire. Je vais être excessivement bref, je l'espère, et très concis. Juste un préalable, ce contrat local de santé, c'est le premier qui existe dans la ville de Hyères. Et à ma connaissance, il n'y en a que 3 dans le Var, à Toulon et la Seine, donc si mes derniers renseignements sont bons. C'est dire l'importance de ce contrat et la volonté de la municipalité de s'investir, je dirais, sur les problèmes de santé. Je ne reviendrai pas sur la façon dont il a été élaboré, puisque tous mes collègues, vous avez été destinataires d'un document, un contrat local de santé, où on vous raconte dans le détail comment et par qui il a été élaboré. Ça a été une large concertation, de nombreuses réunions de travail avec des personnes extérieures, des professionnels de santé, les établissements, les associations, etc., avec un certain nombre de services municipaux de la ville de Hyères. En ce qui concerne le contenu, ce qui a été retenu, c'est 4 orientations que je ne vais pas détailler, mais que je vais rappeler, qui seront donc, je dirais, les objectifs prioritaires de ce contrat local de santé,
qui s'intègre dans le cadre de la politique de santé nationale et régionale. Et ce contrat local de santé, il fait partie aussi de la politique de la ville. Donc il n'est pas comme ça abstrait, arrivé comme ça. Première orientation, c'est tout ce qui concerne la nutrition et l'hygiène de vie. Donc le problème de nutrition des personnes âgées. Faire une démarche dans le cadre du plan national nutrition santé. Agir sur la sédentarité, valoriser l'hygiène auprès du jeune public et sensibiliser le public au surpoids et à l'obésité. Sachant que pour chacune des orientations que heureusement que ma femme n'est pas là, mais tu vois. Donc, sachant que chacune de ces orientations se décline dans des fiches actions très précises, et donc qui vont être le résultat de ce qui va se mettre en place. Deuxième grande orientation, le vieillissement de la population et la prise en compte du handicap. C'est le problème d'isolement des personnes âgées, la prévention des crises suicidaires chez les personnes âgées et la promotion d'activités qui existent déjà sur le territoire hyérois pour ces personnes âgées. La prévention de la perte d'autonomie. En ce qui concerne la prise en compte du handicap, c'est tous les partenariats qui vont se faire avec les différents établissements qui sont sur Hyères en matière de handicap sensoriel, handicap mental, etc. Troisième orientation, la santé et l'environnement. Donc, c'est la prévention des maladies vectorielles, et j'y reviendrai dans la deuxième partie de la question posée par ma collègue. Donc, c'est rappeler les bonnes conduites pour lutter contre les gîtes larvaires. C'est repérer le saturnisme. Alors, je le dis tout de suite, on est rarement confronté à des problèmes de saturnisme sur la ville de Hyères, mais il se trouve simplement que ce problème de saturnisme, c'est une politique nationale, et que l'Agence régionale de santé a souhaité que l'on intègre dans le programme de santé. Et ça sera la promotion des consultations enfants-environnement. L'intervention sur les risques solaires, il faut savoir que sur à peu près, je crois, 30 000 entrées aux urgences à l'hôpital de Hyères, 1000 concernent des problèmes liés au soleil. Alors bien sûr, la population touristique est concernée, mais aussi les Hyérois. Donc il y a des actions à mener en ce domaine. J'ajoute même que dans le CHST, le comité d'hygiène de la mairie, c'est une préoccupation que nous avons et on pourrait être éclairé, puisque notamment pour les services espaces verts, etc., ça va jusqu'au port d'un chapeau. Tout à fait. Bref. Tout à fait. Toujours dans cette orientation santé-environnement, les problèmes d'amélioration de la qualité de l'air, c'est le problème de réduction des biocides dans les crèches et les maternelles, c'est la formation du personnel des espaces verts sur les végétaux émetteurs de pollen allergisants, et Dieu sait si beaucoup de Hyérois se plaignent d'avoir des allergies, et la mise en place d'un plan de déplacement à pied pour les enfants scolarisés. Et quatrième orientation, qui est un petit peu plus généraliste, c'est de participer à la coordination territoriale qui se met en place avec les établissements de santé. Quand je parle des établissements de santé, c'est bien sûr les hôpitaux, les centres de rééducation, mais c'est aussi donc les maisons de retraite, les EHPAD, etc. Les modalités, ce sont les fiches actions. Donc tout ceci va être décliné dans une série de fiches actions. Je pourrais vous donner le détail d'une, mais c'est assez complexe. J'en ai une sous les yeux, par exemple, qui concerne la sensibilisation du public sur les risques solaires que je viens d'évoquer. C'est sensibiliser les enfants sur les moyens de se protéger. C'est la mairie de Hyères qui sera donc chef de projet. Ça concernera les écoles primaires. Ça sera en partenariat avec l'éducation nationale. Et il y aura un suivi et des indicateurs de suivi avec le nombre de classes sensibilisées, le nombre d'élèves touchés, le nombre d'écoles concernées, etc. Donc toutes ces orientations vont se décliner dans ces fiches actions. En ce qui concerne le calendrier, eh bien, ce contrat local de santé sera signé le 5 juin de cette année par Monsieur le préfet du Var ou sa représentante, par Monsieur le maire, par le délégué territorial de l'ARS et la vice-présidente de notre CCAS par délégation de vous, Monsieur le maire. Donc tous les conseillers municipaux, y compris les absents aujourd'hui, sont invités à cette signature qui aura lieu le 5 juin à 11 h dans la salle des mariages, si mon information est exacte. Voilà pour ce contrat local de santé qui est important et qui dénote, je crois, la volonté de notre municipalité de participer à l'amélioration ou tout au moins au maintien de la santé de nos concitoyennes et nos concitoyens. En ce qui concerne la lutte contre les moustiques, il se trouve que hier matin, une journaliste de Var Matin était présente dans notre service démoustication pour faire un reportage qui paraîtra peut-être demain ou après-demain. Je ne sais pas dans quelle page de Var Matin, nous verrons bien. Alors, pardon ? La première, bien sûr. Je vous rappelle donc que le service démoustication, il y a 2 services démoustication municipaux dans le Var,
hier et Fréjus-Saint-Raphaël. Donc on n'est pas nombreux. En ce qui concerne notre propre service à nous, il y a en permanence 8 agents affectés à ce service, plus 2 saisonniers en période, je dirais, estivale, du mois d'avril au mois de septembre, sachant que ces 2 saisonniers, non seulement, bien sûr, renforcent l'équipe, mais aussi permettent de faire face aux congés payés accordés à... Ils subissent une formation. Ils subissent une formation biocide, ils sont tous formés à l'utilisation des biocides. Nous avons, je crois, une dizaine de variétés de moustiques sur Hyères. Je vais être un petit peu pessimiste maintenant. Et c'est vrai qu'il y a un risque qui n'est pas propre à Hyères, qui n'est pas propre au littoral, qui est un risque national, un jour d'avoir affaire à une épidémie donc liée au moustique tigre, qui, je vous rappelle, est susceptible de donner la maladie chikungunya, la dengue et le Zika. Mais pour qu'un moustique tigre communique cette maladie à quelqu'un qui va être piqué, il faut qu'il ait lui-même piqué une personne malade. Il n'y a pas, première donnée, il n'y a pas de moustique tigre dans les marais, qui représentent quand même quelques centaines d'hectares. Il n'y a pas de moustique tigre dans les marais, tout simplement parce que la configuration de ces marais ne se prête pas du tout à la ponte sur les moustiques tigres. Ce qui veut dire que ces moustiques tigres sont chez les particuliers, dans les espaces privés, c'est des petits espaces. Il suffit d'un bouchon de bouteille avec un peu d'eau dedans pour qu'un moustique tigre ponde dans ce bouchon. Les personnels concernés du service de moustication sont sur le terrain toute la journée, donc ils font vraiment leur travail, qui consiste d'une part à repérer l'état d'évolution des larves, parce que nous ne traitons que les larves. Nous n'avons plus le droit, depuis plusieurs années, d'intervenir sur le moustique adulte par ces fumigènes que l'on a connus par le passé, tout simplement parce qu'ils détruisaient les moustiques, mais aussi d'autres insectes, et que ce n'était pas forcément bon pour la santé. Donc les recommandations de l'Agence régionale de santé, du ministère de la Santé, c'est vraiment de n'agir que sur les larves, sauf situation très, très exceptionnelle. Il y a eu ces dernières années 2 ou 3 cas de suspicion de maladies liées au moustique tigre à Hyères, mais c'était des suspicions liées à une éventuelle maladie importée. Donc ce sont des Hyérois qui sont partis dans les îles lointaines et qui sont venus susceptibles d'être porteuses de cette maladie. Donc il y a tout un processus qui se met en place au niveau du ministère de la Santé, au niveau du conseil départemental. Et à ce moment-là, ce n'est plus nous qui intervenons, c'est l'entente interdépartementale, qui est, comme son nom l'indique, interdépartement sur toute la bande de littoral. C'est cette entente interdépartementale qui est chargée à ce moment-là d'intervenir, de traiter, de faire une étude épidémiologique et de traiter éventuellement au niveau des adultes. Donc pour ce résumer, le service des moustications agit et nous continuons bien sûr à intervenir, à diffuser de l'information auprès du maximum de personnes sur la manière de limiter la prolifération des moustiques. Nous avons ces dernières années avec Madame Gonzalez informé et demandé à tous les campings, par exemple, à tous les établissements de santé, d'établir un carnet sanitaire. Nous avons aidé à établir ce carnet sanitaire pour prémunir donc cette prolifération des moustiques. Nous n'intervenons aussi que dans le domaine public, nous n'intervenons pas dans le domaine privé. Voilà ce que je peux dire. Donc le risque sanitaire, il existe au niveau national. J'espère qu'il n'aura pas lieu. Mais s'il existe, nous avons un service et nous participerons, je pense, à cette lutte. Il appartient maintenant à chaque Hyéroise, chaque Hyérois, d'être très vigilant sur ces eaux stagnantes dans des coupelles, dans les vieux pneus, dans tout ce que l'on veut, etc. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Nos moustiques sont dans de bonnes mains. Vraiment, c'était important qu'il ait ces informations. Bien, merci mes chers collègues.